macabre mystère. Au cœur de la Bavière, en Allemagne, entre deux forêts noires et un chemin de terre oublié, se dressait autrefois une ferme. Une maison sans voisins, sans lumière et sans témoins. Son nom, Hinterkaifeck. Le propriétaire de la ferme, Andreas Gruber, qui est aussi le père de famille, confie à ses voisins que la nuit il entend des bruits dans le grenier. Des pas, des planches qui craquent, comme si quelqu'un marchait juste au-dessus de leur tête. Et puis un matin, dans la neige, ils découvrent des empreintes de bottes menant vers la maison. Mais aucune n'en repart. Andreas fouille la ferme de fond en comble, lampe à la main. Personne, rien. Pourtant les bruits reviennent et les clés disparaissent. Les voisins racontent que la cheminée fumait parfois, alors qu'ils savaient que la famille dormait. Quelques jours avant le drame, un journal de Munich avait été trouvé dans le jardin de la ferme. Un journal que personne n'avait réclamé, comme si quelqu'un l'avait déposé là. Andreas aurait dit ne jamais l'avoir acheté. Cette trouvaille mystérieuse l'intrigua profondément. Une servante précédente aurait quitté la ferme en panique quelques mois plus tôt, affirmant que la maison était hantée. Elle disait entendre des voix chuchoter dans le grenier quand tout le monde dormait. Cette ancienne servante s'appelait Crescens Rieger. Elle déclara plus tard qu'elle avait cru entendre des grattements dans le grenier, des pas lents. Et une fois, quelqu'un lui avait parlé par la fenêtre pendant la nuit, mais elle ne put identifier la voix. Et pourtant, malgré les nombreuses alertes, Andreas refusait de partir. Il disait « ce n'est que le vent ». Sa fille, Victoria, vit là elle aussi, avec ses 2 enfants, Cecilia, 7 ans, et Joseph, 2 ans. Un enfant né d'une histoire trouble que le village murmure encore. Certains disent que Andreas, le grand-père du petit, serait en fait son géniteur, mais personne n'ose en parler tout haut. Ce serait une histoire de consanguinité. En réalité, Andreas Gruber et Victoria avaient été condamnés pour inceste en 1915, chacun à une peine de prison, suite à une plainte locale. C'est un secret honteux bien gardé dans la région. Les Gruber ne sont pas vraiment appréciés dans le coin, alors quand on les croise, on détourne le regard. Une nuit, Victoria se réveille. Elle jure avoir entendu une voix chuchoter dans le grenier. Le chien aboie, les vaches s'agitent. Et le lendemain, on retrouve sur la table le journal d'Andreas, ouvert sur une page où il a simplement écrit « Le visiteur est encore ici ». Le 31 mars 1922, tout s'arrête. Plus de nouvelles, plus de bruit, plus de lumière. Les voisins trouvent étrange que la ferme reste silencieuse. Le lait n'est plus livré. Les enfants ne viennent plus à l'école. Les cris des engueulades ne se font plus entendre. Le 1er et 2e avril, 2 vendeurs de café furent envoyés pour prendre une commande
sans réponse de l'intérieur. Mais ils virent de la fumée s'échapper de la cheminée. Le 3 avril, l'absence des enfants à l'école et l'entassement du courrier alarmèrent les gens. Ce n'est que le 4 avril que les proches, suspects, voisins et artisans se mobilisèrent pour inspecter la ferme. Dans la grange, sous la paille, ils découvrent Andreas, Victoria, la grand-mère, et la petite Cecilia. Leurs crânes sont fendus. Ils ont été sauvagement attaqués par un outil agricole. La scène est insoutenable. Le silence de la grange contraste avec l'odeur du sang et de la paille humide. Les corps sont disposés côte à côte, comme si on les avait alignés avec soin. Sur le visage de la petite Cecilia, on dit qu'il y avait des traces de doigts, comme si elle avait tenté de se défendre. Ses cheveux étaient arrachés par poignées. Elle aurait vécu plusieurs heures après le massacre. Dans la maison, la servante, morte, et le petit Joseph, étouffé dans son berceau. 6 corps et pas un cri n'a été entendu. Qu'est-il arrivé? Si seulement l'affaire s'arrêtait là. Quand les enquêteurs arrivent, ils remarquent que les animaux ont été nourris. Aucun objet de valeur n'avait disparu. Et sur la table, du pain, encore tiède. Quelqu'un a vécu là, plusieurs jours, dans la maison des morts, dormant peut-être au-dessus d'eux, dans le grenier. Malgré des années d'enquête, personne n'a jamais été arrêté. La police pense d'abord à un vol qui aurait mal tourné. Mais rien ne manque. L'enquête fut grandement compliquée par le fait que de nombreuses personnes, voisins, curieux, étaient déjà passés par la scène, déplaçant des objets, dérangeant les corps, cuisinant dans la maison. Le matériel d'enquête manquait. Les empreintes digitales n'étaient pas exploitées et les preuves s'effacèrent. Un suspect attire pourtant l'attention. Un ancien ouvrier de la ferme, connu pour sa violence, qui aurait menacé Andreas quelques semaines plus tôt. Mais il a un alibi solide. Un autre suspect attire aussi l'attention. Karl Gabriel, le mari de Victoria, porté disparu pendant la Première Guerre mondiale, officiellement mort au front en 1914. Mais certains affirment qu'il aurait survécu, changé de nom et serait revenu se venger. Des soldats jurent l'avoir vu vivant après la guerre. Aucune preuve, mais la rumeur persiste. Certains accusent même Lorenz Schlittenbauer, le voisin qui a découvert les corps. Il connaissait bien la famille, peut-être un peu trop. Il aurait eu une liaison avec Victoria et pourrait être le père du petit Joseph. Lorsqu'on lui demande pourquoi il a traversé la ferme sans crainte ce jour-là, il répond « Je savais que le tueur n'était plus là ». Mais comment pouvait-il en être si sûr? Après avoir vu le corps de sa fille, on raconte que Schlittenbauer n'avait pas reculé, qu'il connaissait tous les recoins de la ferme. Il avait accès à des clés manquantes, ce qui renforça les soupçons. Il fut maintes fois interrogé, mais jamais inculpé. Certains pensent qu'il était trop proche du drame pour ne pas être impliqué. Les pistes se contredisent, les rumeurs s'éteignent, la ferme est abandonnée. Puis, finalement, détruite. Des années plus tard, un ouvrier chargé de nettoyer les ruines découvre une boîte en métal enterrée sous le plancher. À l'intérieur, une mèche de cheveux d'enfant et un mot jauni par le temps. « Tu m'as trouvé,
Je ne suis jamais parti. » Alors, est-ce qu'il était devenu fou avant la tragédie? Est-ce qu'il était vraiment seul dans la maison? Ou quelqu'un était vraiment dans le grenier, caché? Parfois, quand le vent souffle sur les champs d'Interkaifeck, on jure encore entendre des pas, juste au-dessus de nous. Malheureusement, cette affaire n'a jamais eu de conclusion. Internet, un monde parallèle. Un endroit où tout semble possible. Où l'on peut vendre, acheter et parfois chasser. Chaque message envoyé, chaque profil créé laisse une trace. Mais certaines traces ne sont visibles que pour ceux qui savent regarder. Nous sommes en 2009 aux États-Unis. À cette époque, le site Craigslist est en plein essor. Des milliers de petites annonces, locations, emplois, rencontres. Et quelque part, au milieu de ce flux de messages anonymes, un piège est tendu. Philippe Markov, 23 ans, est étudiant en médecine, fiancé et respecté. C'est le portrait du gendre parfait. Mais derrière ce masque de normalité se cache une obsession. En avril 2009, Julissa Brisman, masseuse indépendante, publie une annonce sur Craigslist. Rien de dangereux, juste un travail discret. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que Philippe avait déjà étudié ses habitudes. Il scrutait ses horaires, ses réponses, la façon dont elle répondait aux messages. Chaque détail était un indice, chaque mot, un levier pour la contrôler. Ce soir-là, elle reçoit un message d'un certain Andy. Poli, rassurant, il la met en confiance. Elle accepte le rendez-vous, sans savoir que l'homme derrière l'écran planifiait depuis des jours ce moment précis. « 14 avril 2009, Boston. Julissa Brisman prend l'ascenseur de l'hôtel Marriott. Ses pas résonnent dans le couloir vide. Elle sourit, un peu nerveuse. C'est un client comme les autres. Elle s'arrête devant la porte. Elle respire, puis frappe doucement. La porte s'ouvre. Un homme grand, bien habillé, sac de sport à la main, souriant, calme. Andy, celui qui a réservé la séance. Personne ne sait exactement ce qui s'est passé ensuite, mais les minutes qui suivent sont les plus longues de la vie de Julissa. Elle remarque qu'il ne s'assoit pas. Il reste debout. Son regard change. Quelque chose dans ses yeux, quelque chose de froid. C'est à ce moment-là que le corps comprend, avant l'esprit. Son cœur accélère. Une intuition. L'air semble plus lourd. Elle pense quelque chose ne va pas. Julissa tente de parler, mais il avance d'un pas. Il sort un pistolet. Elle crie, essaye de s'échapper. Tire sur la poignée, le verrou ne bouge pas. Les voisins diront plus tard avoir entendu une lutte, puis 3 coups secs. Pas un cri prolongé, juste un souffle interrompu. Le corps de Julissa s'effondre contre le mur. 3 balles. L'homme la regarde quelques secondes, immobile. Puis il se baisse, récupère son sac et quitte la pièce. Dans le couloir, une femme de ménage passe,
Quelques minutes plus tard, elle remarque la porte entr'ouverte, l'odeur de poudre. Elle recule, alerte la sécurité. Il est déjà trop tard. Les caméras de l'hôtel filment un homme pressé, au visage caché par une casquette. Chaque pas, chaque mouvement est enregistré. Ce qu'il ignore, c'est que ces images deviendront la pièce maîtresse du dossier. Le piège qu'il avait tendu s'est refermé sur lui. Dans ce monde numérique, il croyait pouvoir tout effacer. Mais même le silence numérique laisse une empreinte. Les enquêteurs analysent chaque message, chaque IP, chaque horaire. Tout converge vers un nom. Philippe Markov. L'adresse électronique est reliée à son université. Les caméras confirment sa silhouette. Dans sa voiture, menottes, ruban adhésif, une arme. Ce qui choque les enquêteurs, c'est la minutie de son plan. Philippe ne laissait aucune trace physique sur ses victimes. Mais chaque détail numérique, chaque mail envoyé, chaque mot choisi était un pas vers sa capture. Ironiquement, son talent pour dissimuler le crime en ligne devient sa condamnation. Un tueur numérique aux apparences ordinaires qui manipule ses victimes depuis son écran. Après sa première arrestation, les médias américains se ruent sur l'affaire. CNN, NBC et le Boston Globe parlent d'un tueur de l'ère Internet, symbole d'une génération connectée où l'anonymat peut devenir une arme. Les enquêteurs découvrent alors que Julissa n'était pas la première cible. Quelques jours avant le meurtre, 2 autres femmes, rencontrées via Craigslist, avaient été agressées dans des hôtels de la région. L'une d'elles, une escorte new-yorkaise, racontera plus tard qu'il l'avait menottée à son insu, avant de fuir en entendant du bruit dans le couloir. Les images de surveillance montrent toujours le même homme, la même démarche, le même sac de sport. Markov planifiait tout. Les horaires, les réservations sous faux noms, les paiements en liquide. Il étudiait les failles de Craigslist, un site alors très peu contrôlé, où les annonces de massage servaient souvent de couverture à des rencontres tarifées. Cette zone grise du web, ni totalement légale, ni totalement illégale, était son terrain de chasse. Philippe Markov n'a jamais parlé. Il a nié. Puis s'est muré dans le silence. Son procès, prévu pour 2011, n'aura jamais lieu. Mais avant sa mort, les enquêteurs ont fouillé des centaines de messages, d'emails et de conversations sur Craigslist, révélant un double visage. Celui d'un étudiant modèle d'un côté et d'un prédateur calculateur de l'autre. Les psychologues mandatés par la Cour parleront d'un profil narcissique et compulsif, obsédé par le pouvoir et le risque. Dans sa chambre universitaire, on retrouvera des dizaines de recherches sur comment effacer les traces numériques, meurtre sans preuve, ou encore tracking cellulaire. Pourtant, il a tout enregistré. Chaque message, chaque contact était sauvegardé sur son ordinateur. En août 2010, il est retrouvé mort dans sa cellule. Suicide. Sur les murs, du sang, un mot griffonné. Le prénom de sa fiancée. Cette fiancée, Megan McAllister, continuera longtemps à le défendre, convaincu de son innocence. Il devait se marier quelques mois plus tard. Le jour où il s'est donné la mort, c'était la date anniversaire de leur rencontre. Il s'était tailladé les veines avec une lame cachée, utilisant des sacs en plastique pour contenir le sang. Un geste méthodique, presque
clinique. Même dans la mort, il laisse un mystère. Pourquoi a-t-il agi ainsi? Était-ce un besoin de contrôle, un mélange de haine et de fascination pour le danger? Personne ne le saura jamais vraiment. Les seules réponses résident dans ses messages, ses clics et ses traces numériques. L'affaire a eu un impact immense. Craigslist a supprimé sa section Erotic Services, autrefois l'une des plus fréquentées du site. Les forces de l'ordre américaines ont commencé à surveiller les plateformes de petites annonces et les forums. Des campagnes de prévention ont été lancées, rappelant aux utilisateurs les risques de rencontrer des inconnus via Internet. Aujourd'hui encore, le nom de Markov revient souvent dans les cours de cybercriminalité, comme exemple d'un tueur attrapé grâce à la trace numérique qu'il croyait invisible. Internet a permis à Philippe de chasser dans l'ombre, mais Internet l'a aussi trahi. Chaque mail, chaque pixel, chaque clic a laissé une trace. Aujourd'hui, des milliers de faux profils continuent de rôder, charmants, rassurants, mais parfois mortels. La frontière entre le monde virtuel et réel est mince. Pour certains prédateurs, un écran est aussi dangereux qu'une arme. Alors, la prochaine fois que vous répondez à une annonce en ligne, demandez-vous qui vous écrit vraiment. L'horreur est parfois à un clic de distance. Nous sommes à Westfield, New Jersey, une banlieue résidentielle de Newark. Les rues sont bordées de maisons en briques rouges, soigneusement alignées. Les pelouses sont impeccablement tondues, les haies sculptées au cordeau et les trottoirs parfaitement propres. Des voitures américaines anciennes roulent lentement sur les avenues calmes. Les voisins se saluent lorsqu'ils se croisent sur le chemin du travail ou à la sortie de l'école. Les enfants jouent à la balle, au cerf-volant ou sur leur bicyclette. Insouciants. À première vue, la vie semble ordinaire, paisible, presque idéale. Mais derrière cette façade impeccable, derrière les volets soigneusement peints et les portes verrous, se cachent parfois des secrets inimaginables. Au numéro 11 de Fox Lane, la famille List vit selon un code strict de discipline, d'ordre et de moralité. John List, le père, est un ancien comptable, méthodique et précis, profondément religieux et obsédé par l'ordre. Ruth, sa femme, veille à ce que chaque aspect de la maison soit parfait, de la vaisselle au linge repassé, en passant par les devoirs des enfants. Frédéric, Katie, Patricia et John Jr. grandissent dans un cadre rigoureux, aimant mais fermé sur le monde extérieur. Pour les voisins, les List incarnent l'idéal américain. Travailleurs, religieux, disciplinés, sans histoire. Ils assistent aux offices religieux, participent aux collectes de fonds, aux réunions de quartier, et toujours avec une politesse et une réserve qui inspirent confiance. Personne ne soupçonne que derrière cette façade se cache l'obsession sombre d'un homme prêt à commettre l'impensable pour protéger sa famille contre le péché et la ruine. John Emil List naît en 1925 à Bay City, Michigan, dans une famille profondément religieuse. Son père est strict, autoritaire, et sa mère pieuse mais distante. Très tôt, John est habitué à l'ordre et à la discipline. Chaque erreur, chaque désobéissance est sévèrement punie. Cette éducation rigoureuse forge en lui une vision de la vie
où tout doit être parfaitement contrôlé. À l'école, il se distingue par son sérieux, sa précision et son intelligence. Il reste cependant solitaire, méfiant envers les autres enfants. Ses camarades le trouvent distant, presque froid. Mais John développe un sens aigu de l'observation. Il mémorise les routines, analyse les comportements et planifie toujours ses actions. Adulte, il étudie la comptabilité. Il devient un professionnel compétent, méthodique, avec un sens obsessionnel du détail. Il rencontre Ruth, une femme douce, religieuse et disciplinée. Il se marie et s'installe dans le New Jersey dans les années 1960. Rapidement, ils fondent une famille. Frédéric, le fils aîné, sérieux et studieux. Cathy, rêveuse et artistique. Patricia, observatrice et silencieuse. Et John Jr., curieux et bavard. John List est l'archétype du père de famille parfait. Il est calme, poli, presque trop parfait. Ses vêtements sont toujours impeccables, ses gestes précis. Chaque aspect de la vie familiale est planifié. Les horaires, les sorties, les devoirs, les repas. Même les prières et les leçons de musique ou de lecture ont leur place dans son calendrier minutieux. Il observe sa famille avec un mélange de soin et de contrôle obsessionnel, interprétant chaque écart comme une menace pour leur salut moral et financier. Ruth, fidèle et dévouée, suit les règles religieuses et domestiques sans jamais contester son mari. Elle organise la maison, surveille les devoirs, prépare les repas à l'heure exacte et maintient l'ordre dans chaque recoin. Les enfants s'adaptent à ce rythme strict, développant des personnalités distinctes, mais toujours conformes aux attentes paternelles. Dans la maison List, tout est codifié. La moindre erreur, selon John, pourrait entraîner la ruine spirituelle et matérielle de la famille. Cette peur devient peu à peu la justification d'un acte que personne n'imaginerait jamais. À l'automne 1971, John List commence à concevoir ce qu'il croit être un acte nécessaire: protéger sa famille de la pauvreté et du péché. Chaque détail est soigneusement réfléchi. Pendant des semaines, il rédige des lettres aux proches, invente un faux déménagement, prépare sa fuite. Il scelle les fenêtres, verrouille les portes, planifie la disposition de la maison et des corps, et note chaque étape sur ses carnets. Il prévoit même le paiement différé de certaines factures pour retarder la découverte de l'horreur. Chaque geste est méthodique. La maison doit rester ordonnée, les corps alignés, comme s'ils dormaient. Il organise les séquences des meurtres avec précision, ne laissant rien au hasard. Les lettres qu'il écrit aux proches justifient le départ de la famille, prétextant un nouveau départ pour éviter les inquiétudes. Dans son esprit, c'est un acte moral. Il croit qu'il sauve sa famille du péché, de la ruine financière et de la dégradation du monde. La rationalité et la foi se combinent dans une logique glaciale, presque cérémoniale. Le 9 novembre 1971, la maison List semble ordinaire. La lumière de fin d'après-midi filtre à travers les rideaux d'impeccables, dessinant des motifs géométriques sur le sol ciré. Le tic-tac précis de l'horloge du salon rythme chaque seconde, tandis que l'odeur du dîner en préparation
flotte dans l'air. Les enfants rentrent de l'école, discutant et riant, inconscients de ce qui les attend. John List relit ses notes dans son bureau, chaque ligne soigneusement surlignée, chaque action chronométrée. Ses mains sont calmes, ses gestes méthodiques. Il vérifie les serrures, s'assure que les fenêtres sont bien fermées. Il respire profondément, absorbé par la logique glaciale de son plan. À ses yeux, tout est nécessaire. Tout est moral. Dans la cuisine, Ruth s'affaire aux casseroles. Elle sent un frisson étrange, une tension qu'elle ne peut nommer. Ses gestes restent parfaits, mais son cœur bat plus vite. Elle jette un regard discret vers John, une question muette suspendue sur ses lèvres. Mais il ne la voit pas. Frédéric range ses livres de maths. Cathy dessine à la lumière douce de la fenêtre. Patricia et John Jr. jouent à des jeux de société sur le tapis. Des gestes innocents, banals. Mais chaque détail, pour John, devient une menace potentielle à éliminer. Son esprit transforme le quotidien en une cérémonie macabre. Puis, John commence son acte. Il force Ruth à s'asseoir sur une chaise. La lumière tombe sur son visage, illuminant une peur qu'il interprète comme un péché. Son geste est précis, calculé. Chaque tir, chaque mouvement est chronométré pour que l'ordre reste intact. Les adolescents sont ensuite frappés dans leurs chambres respectives. Frédéric tente de protester, mais sa voix est étouffée par la détermination glaciale de son père. Cathy se débat, effrayée, mais John maîtrise chaque geste. Les plus jeunes, Patricia et John Jr., sont éliminés dans la même pièce, leur corps disposé avec soin, les mains jointes, les jouets soigneusement replacés à leur côté. Le silence retombe. La maison, pourtant pleine de vie quelques instants plus tôt, semble figée dans un temps suspendu. John ferme les volets, verrouille les portes, arrange les lettres et documents qui simuleront un déménagement. Chaque objet est remis à sa place. À l'extérieur, tout reste parfait. Le voisinage ne soupçonne rien. Les heures passent, puis les jours. Personne ne remarque l'absence des listes. Derrière les volets fermés, le silence s'installe. Un silence lourd, presque religieux, qui semble retenir son souffle. Jusqu'au jour où la perfection se fissure, enfin. Quand la police finit par entrer, le 1er décembre 1971, elle découvre une scène figée dans le temps. Les corps sont disposés avec une précision glaçante, les mains croisées, les lumières allumées, et une musique religieuse tourne encore sur le vieux tourne-disque. Tout semble ordonné. Les enquêteurs trouvent une lettre signée de John List. Il y justifie son geste au nom de la foi, persuadé d'avoir sauvé sa famille du péché et de la misère. John, lui, a disparu, sans trace. Il a pris une nouvelle identité et entame une vie ordinaire, échappant à la justice pendant 18 ans. Chaque détail de sa vie est contrôlé, chaque interaction sociale calculée pour ne jamais éveiller de soupçons. Même dans l'ombre de ses crimes, il continue de vivre selon sa logique obsessionnelle, invisible aux yeux du monde. Il habite maintenant à Denver et refait entièrement sa vie. Il suit les enquêtes sur ses crimes et garde des notes détaillées sur chaque article ou rapport. Les voisins le trouvent aimable, serviable, discret. Ses enfants grandissent
sans connaître son passé. Il conserve la mémoire de ses crimes dans des lettres et documents cachés, mais vit une vie d'apparence parfaite. En 1989, un téléspectateur d'America's Most Wanted, une émission télévisée très connue aux États-Unis, reconnaît son visage. La police le localise à Denver et l'arrête en 1990. Même face à l'arrestation, il reste calme et méthodique. Le procès commence en 1991 au New Jersey. Les familles assistent aux audiences, impuissantes face à l'ampleur du drame. Les procureurs détaillent chaque étape. Planification, lettres, méthodologie, fuite, vie sous fausse identité. Les témoignages révèlent la double vie de John List. Père aimant et mari modèle. Mais tueur méthodique et froid. John List reste impassible. Aucun regret. Le jury le déclare coupable de 6 meurtres prémédités. Il est condamné à la prison à vie. John List meurt en prison en 2008. Son histoire reste un avertissement. Le mal peut se cacher derrière la perfection, derrière l'image d'un père aimant et méticuleux. Les List rappellent que même les maisons les plus paisibles peuvent abriter des ténèbres insondables. La famille parfaite n'existait que dans l'image. Derrière les volets fermés, le contrôle et la peur ont conduit à l'horreur. Nous sommes aux États-Unis, à Los Angeles, en 2013. Une ville qui ne dort jamais. Lumières au néon, sirènes au loin. Touristes et voyageurs se croisent dans les rues. Mais derrière la façade glamour d'Hollywood, certains lieux portent les cicatrices du passé. Parmi eux, une jeune étudiante canadienne, Elisa Lam, arrive seule au Cecil Hotel. Le Cecil Hotel, ouvert en 1927, devait incarner le luxe du centre-ville de Los Angeles, mais la Grande Dépression a transformé le quartier en refuge pour les laissés pour compte. Le quartier de Skid Row, où se trouve le Cecil, est alors devenu l'un des plus dangereux de Los Angeles. Des centaines de sans-abri y dorment chaque nuit. Les couloirs du Cecil, eux, accueillent autant de voyageurs que de résidents à long terme, souvent marqués par la pauvreté et la maladie mentale. Au fil des décennies, le lieu devient un symbole de décadence. Suicide, overdose, disparition. Même les employés avouent ressentir la nuit, une présence difficile à expliquer. Certains racontent avoir vu des silhouettes dans les miroirs des ascenseurs. D'autres entendent des chuchotements dans les chambres vides. L'un des anciens réceptionnistes confiera plus tard qu'il évitait toujours le dernier étage, par superstition. Un hôtel au passé sombre, où les couloirs étroits et les ascenseurs capricieux racontent des histoires que personne n'ose évoquer. Et quelques jours plus tard, Elisa disparaît. Février 2013. Elisa Lam, 21 ans, étudiante en psychologie, quitte Vancouver pour explorer la Californie. Elisa tenait un blog. Elle y écrivait comme dans un journal intime. Elle parlait de ses rêves, de sa peur de l'avenir et de ses troubles bipolaires qu'elle tentait de gérer au quotidien. Ces messages montraient une jeune femme lucide, parfois fragile, mais profondément humaine. Elle écrivait, je cite, « Je suis en quête de moi-même et de ce que signifie être vivante. » Sur Tumblr, elle publiait aussi des photos de ses voyages, des livres qu'elle lisait
et des citations de Virginia Woolf ou Chuck Palahniuk. Les internautes, après sa disparition, liront ses anciens posts comme des présages involontaires. Elle choisit le Cecil Hotel, connu pour ses suicides, ses meurtres et pour avoir hébergé des criminels notoires, dont Richard Ramirez, le Night Stalker. Sa chambre est simple, ses affaires soigneusement rangées. Tout semble normal, jusqu'au jour où elle disparaît. Aucune trace de lutte, aucune effraction, juste un vide inquiétant. Le personnel de l'hôtel remarque son absence. Ses proches s'inquiètent. Le dernier contact connu date du 31 janvier. Elisa devait quitter l'hôtel ce jour-là pour San Diego. Mais elle n'est jamais montée dans le bus. Ses parents, inquiets de ne plus recevoir de nouvelles, appellent la police. Les premiers jours, les recherches sont discrètes. Puis, face au silence, les autorités publient son signalement. Mais le mystère ne fait que commencer. Le 31 janvier 2013, une vidéo de surveillance est enregistrée. Elisa est seule dans l'ascenseur, ou presque. Elle appuie sur tous les boutons, entre et sort, se cache, regarde autour d'elle, comme si elle percevait une présence invisible. Ses gestes sont saccadés, irrationnels. La vidéo est longue de 4 minutes. Certains internautes prétendent qu'elle a été coupée, qu'il manque une partie. L'horloge numérique à l'écran saute plusieurs secondes, comme si le temps lui-même s'était interrompu. Des analyses d'amateurs comparent sa posture à des signes de crise psychotique, d'autres à une forme de danse ou de communication codée. La frontière entre le rationnel et le paranormal devient floue. Les experts notent aussi un détail troublant. La porte de l'ascenseur reste ouverte anormalement longtemps, comme si quelqu'un bloquait le capteur ou si le mécanisme avait été saboté. Aucun employé ne signalera pourtant d'anomalie mécanique ce jour-là. Des millions de personnes visionnent la vidéo sur Internet. Elle devient virale sur YouTube, atteignant plusieurs dizaines de millions de vues en quelques jours. La vidéo sera ensuite analysée, image par image, par des enquêteurs amateurs du monde entier, certains prétendant y voir une silhouette reflétée sur la porte ou un pied inconnu quittant le cadre. Les théories affluent, hallucinations, troubles mentaux, phénomènes surnaturels, et dans les couloirs du Cecil, personne ne parle. Personne ne comprend. Les jours passent. La police fouille l'hôtel, interroge le personnel et les clients. Aucune piste. Les chiens pisteurs détectent l'odeur d'Elisa, jusqu'à une fenêtre près de l'escalier menant au toit. Mais là, plus rien. Les policiers remarquent pourtant que le couvercle du réservoir d'eau était lourd et difficile à soulever. Aucun témoin n'a vu Elisa monter sur le toit et aucune empreinte identifiable n'est retrouvée sur la porte d'accès. Le toit du Cecil est verrouillé par un système d'alarme. Pour y accéder, il faut une clé spéciale. Pourtant, quelques employés affirment que la porte pouvait parfois rester entr'ouverte. Les enquêteurs fouillent dans les réservoirs d'eau avec des perches sans rien remarquer à première vue. Les médias s'emparent de l'histoire. Les chaînes locales, comme KTLA et CBS Los Angeles, diffusent les images du Cecil jour et nuit. Des reporters se rassemblent devant l'entrée et des curieux viennent photographier la façade de l'hôtel, désormais encerclé de caméras et de fleurs laissées par des inconnus. L'hôtel devient un lieu de fascination morbide. Elisa avait des antécédents de troubles bipolaires et de dépression, ce qui alimente certaines hypothèses. Mais comment expliquer ces gestes dans l'ascenseur? Comment aurait-elle pu disparaître ainsi? Un psychiatre interrogé à l'époque évoquera une possible crise maniaque aiguë, accentuée par un changement de traitement médicamenteux. D'autres médecins souligneront qu'Elisa semblait stable avant son départ, rendant cette hypothèse incertaine. Chaque détail du Cecil semble maintenant chargé de mystère et de tension.
Le 19 février 2013, son corps est retrouvé. Dans le réservoir d'eau sur le toit de l'hôtel. L'endroit est presque inaccessible et invisible depuis la rue. Le réservoir mesure près de 2,5 mètres de haut. Pour y entrer, il faut grimper sur une plateforme métallique, soulever un lourd couvercle et se hisser à l'intérieur. Aucun escalier direct n'y mène. Un accès impossible sans effort ou aide extérieure. C'est un technicien qui fait la macabre découverte, après des plaintes de clients signalant une eau au goût étrange. Certains avaient même pris leur douche, sans savoir qu'ils utilisaient l'eau dans laquelle Elisa reposait. Les images de la scène ne seront jamais rendues publiques, mais ceux qui étaient présents ce jour-là disent n'avoir jamais pu oublier ce qu'ils ont vu. Aucune trace de violence, aucune effraction. L'autopsie ne révèle ni drogue ni alcool. La police ainsi que les médecins légistes concluent à un accident. Mais le plus troublant reste, comment une jeune femme seule aurait-elle pu atteindre ce réservoir? Le mystère s'épaissit. Le visage d'Elisa, figé dans cette vidéo, devient un symbole de l'inexplicable. Depuis 2013, les forums et réseaux sociaux regorgent de spéculations. Accidents, suicides, troubles mentaux ou phénomènes surnaturels. Le Cecil Hotel, rebaptisé Stay on Main, reste imprégné de cette histoire. Pour le public, Elisa Lam est figée dans le temps, entre vie et ombre, dans cet ascenseur devenu emblématique. Certains évoquent des anomalies dans l'ascenseur, d'autres des forces invisibles. Mais aucune explication ne satisfait totalement. En 2021, Netflix relance l'affaire avec un documentaire, offrant la parole aux enquêteurs et à l'ancien manager du Cecil. Les téléspectateurs découvrent un hôtel chaotique, peu sécurisé et un personnel dépassé par les événements. Depuis, le Cecil reste fermé, figé dans le temps, un monument de mystère et de malchance. La question demeure. Comment une jeune femme seule a-t-elle pu disparaître ainsi, pour réapparaître dans un endroit si inaccessible? Certains disent qu'à la tombée de la nuit, on entend encore les vieux ascenseurs bouger seuls, comme si quelqu'un, quelque part, essayait encore d'en sortir. Et vous, que feriez-vous si, ne serait-ce qu'un instant, vous étiez confronté à l'inexplicable du dernier étage? Le Japon, pays du progrès, de la rigueur et de l'ordre. Ici, les trains arrivent à la seconde près. Mais au cœur de ce système presque parfait, il existe une ombre. Une légende si persistante qu'elle a fini par se mêler à la réalité, celle du train fantôme. Le Noroaresha, le train maudit, une ligne dont on ne revient pas. L'histoire commence à la fin des années 1980. Dans la préfecture de Niigata, au nord de Tokyo, les autorités enregistrent une série de disparitions étranges sur le réseau local. Des voyageurs montent à bord du dernier train du soir, souvent entre 22h et minuit, et plus personne ne les revoit. Des étudiants, un ouvrier, une infirmière, même un conducteur de train. Ils disparaissent sans laisser de traces. Les dossiers s'accumulent, mais les corps, eux, ne sont jamais retrouvés. Aucune trace de lutte, aucun accident signalé, aucun témoin fiable. Les trains arrivaient à destination, vides, parfois avec des sièges encore chauds. Et un détail dérangeant,
Les disparus voyageaient tous sur la même ligne secondaire entre Inosaka et Kakurazaka, une voie ancienne, bordée de tunnels humides et de forêts épaisses. Dans le folklore ferroviaire japonais, il existe des récits anciens de trains fantômes. Par exemple, au Japon, des conducteurs racontent avoir entendu des sifflements de vapeur et vu des trains invisibles apparaître sur les voies, souvent attribués à des tanuki, esprits rusés de la tradition japonaise, qui imitent le bruit des locomotives. Le 7 novembre 1987, un contrôleur du nom de Takahashi Akira rapporte un incident troublant. Durant son service, il entre dans le wagon numéro 3 d'un train local. Quelques instants plus tôt, il y avait 4 passagers, une femme âgée, un homme en costume et 2 lycéens. Mais à son retour, 3 minutes plus tard, le compartiment est vide. Les lumières clignotent, une odeur de métal flotte dans l'air. Les sièges sont encore tièdes et sur la vitre, une empreinte de main fraîche. Il pense à une mauvaise blague, mais lorsqu'il consulte les caméras internes à l'arrivée, aucune image n'enregistre de sortie de passagers entre ces 2 arrêts. Officiellement, on conclura à une erreur de mémoire liée à la fatigue. Officieusement, Takahashi quittera la compagnie quelques semaines plus tard. Il confiera plus tard à un journaliste. Ce soir-là, j'ai vu le reflet d'un wagon plein de passagers. Mais derrière moi, il n'y avait plus personne. Il dira aussi que cette expérience l'aurait traumatisé des trains. En 2003, le mystère ressurgit. Dans la nuit du 14 novembre, vers 3 heures du matin, la gare de Niigata-Est capte un signal radar inhabituel. Une rame non identifiée approche sur la voie 6. Les caméras de sécurité montrent un vieux train gris, sans logo, sans numéro, aux fenêtres poussiéreuses. Les portes s'ouvrent automatiquement, rien ne bouge à l'intérieur. Un agent de maintenance, Kenji Morita, s'approche. Il décrit un silence total, pas même le bruit du moteur. Il entre, inspecte les wagons et découvre des journaux datant de 1963. Les sièges sont décolorés et une montre gîte au sol, arrêtée à 3h12. Lorsqu'il ressort pour prévenir la sécurité, le train s'éloigne lentement, sans conducteur, sans lumière, sans bruit. Aucune trace dans les registres, aucune ligne prévue à 7 heures. Et le plus troublant, aucune caméra n'a enregistré le moment où le train est reparti. En cherchant des explications, un journaliste indépendant, Sato Daisuke, découvre un fait troublant. Avant la Seconde Guerre mondiale, la ligne Inosaka s'étendait plus loin vers l'est, jusqu'à un petit village appelé Kashiro. Mais en 1949, un glissement de terrain emporta un tunnel entier et une rame de train, avec une 50aine de passagers. Les corps ne furent jamais retrouvés. Le tunnel fut muré et la ligne partiellement désaffectée. Depuis, certains habitants affirment entendre, certains soirs, le sifflet d'un train dans la montagne. Toujours à la même heure, 3h12 du matin. Un autre récit folklorique japonais mentionne le Mujinazuka, la tombe du train, au temple Kenshoji, un lieu où un train fantôme légendaire aurait été enterré. C'est raconté comme un Phantom Steam Train qui apparaissait sur des voies fantômes. À partir de 2010, les forums japonais et les réseaux sociaux se remplissent de témoignages de voyageurs racontant avoir vu un train gris sans numéro dans la brume.
Certains affirment avoir reçu une alerte GPS étrange, leur indiquant un trajet ferroviaire inconnu. D'autres disent avoir aperçu des visages dans les vitres, sans voir personne à l'intérieur. La légende se propage. Le train serait une faille temporelle, un convoi perdu entre deux époques. Les passagers disparus seraient ceux qui, par malchance, se trouvent au mauvais endroit, au mauvais moment. Les autorités japonaises, elles, parlent de mythes amplifiés par Internet. Selon les experts, il s'agirait de confusion entre lignes désaffectées et trains de maintenance circulant sans passagers. Mais certains documents internes, rendus publics en 2019, évoquent bien des anomalies magnétiques détectées près des anciens tunnels de la ligne Hinosaka. Les instruments de navigation des trains y enregistreraient des zones mortes où le signal GPS disparaît. Des ingénieurs parlent de trous temporels. D'autres, plus rationnels, évoquent un simple dysfonctionnement. Mais personne n'explique pourquoi les disparitions coïncident exactement avec ces anomalies. En 2012, un jeune photographe urbex, Toru Akechi, décide de s'aventurer près du vieux tunnel muré de Kashiro. Il veut capturer le train fantôme dont tout le monde parle. Sa caméra est retrouvée 2 jours plus tard, posée sur les rails. Le dernier enregistrement dure 20 secondes. On y entend un sifflement, un grondement métallique et une lumière blanche qui approche à grande vitesse. Puis, plus rien. Akechi n'a jamais été retrouvé. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Je vous prie d'excuser ma prononciation de certains mots japonais. N'hésitez pas à vous abonner et laisser un commentaire. Cela aide beaucoup le podcast. Je vous dis à bientôt dans Macabre Mystère.